Merci de votre présence. Je suis vraiment très heureux de me présenter devant vous pour cette visioconférence en direct. Il est 13h15, on peut commencer, consacrée donc à notre journée technique. Hélas, le Covid ne nous permet pas, pour la deuxième année consécutive, de nous retrouver une journée complète à Châlons-en-Champagne. C'est ainsi, ça aura vraiment été un réel plaisir pour moi, comme pour vous, je pense, qu'on puisse se rencontrer en présentiel, comme on dit aujourd'hui. On en a tous besoin. Cette journée technique est importante pour Luzerne de France, puisque c'est le fruit, le travail, la présentation du travail, donc sur un an, même pour cette visio, sur 2 ans, puisqu'on ne l'a pas fait l'année dernière, et donc qui est vraiment issu des cotisations des coopératives de déshydratation de Luzerne qui font partie intégrante de Luzerne de France. Donc on a décidé de faire 3 visios, pour ne pas avoir une visio sur toute une journée. Donc le comité exécutif technique donc ce jour. On poursuivra la semaine prochaine avec le CERA, le comité exécutif de recherche agronomique, donc le 9 avril, suivi le 16 avril par la nutrition animale. Je vais également souligner que les résultats, les actions qui vous sont présentées sont inscrits dans le plan stratégique Luzerne 2026 que nous avons présenté le 4 mars et que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver aussi ce plan stratégique donc, sur www.luzerne.org. Voilà pour cette petite introduction. Je vais maintenant laisser la parole à François-Xavier Mens, animateur du CET. Merci, Président. Bonjour à tous. Je suis effectivement François-Xavier Mens, directeur de CAPDA, coopérative de l'Aube. Si j'interviens aujourd'hui, c'est en tant qu'animateur du groupe CET, le comité exécutif technique, un groupe de cadres dirigeants de notre filière de 17 personnes que j'anime. Nous avons décidé de vous présenter 3 sujets. Aujourd'hui, ces 3 sujets sont les 3 sujets majeurs des 2 dernières années. Avec le premier, la décarbonation et l'ACV. Le second, nous verrons, c'est les meilleures technologies disponibles et les caractérisations de poussière. Et nous évoquerons dernièrement la sécurisation et la guide de prévention. Mon rôle, ce midi, il est triple. Tout d'abord, d'être le maître du temps pour que nos intervenants respectent le timing que le Président nous a donné. Le deuxième, c'est aussi de donner du sens. C'est-à-dire que je souhaite, avant chaque intervention, vous présenter le contexte, les enjeux de chacun des sujets pour que vous le compreniez bien. Ensuite, nous sommes à votre disposition pour toute question. Donc, vous pouvez, par le fil du Teams, nous écrire des questions et à ce moment-là, après chaque intervention, je les transmettrai auprès de nos intervenants. Avant de vous souhaiter une bonne journée technique CET, je souhaite vous rappeler 2 petites règles. Ayez la gentillesse de couper votre micro, de couper votre caméra pour que la bande passante soit la plus utilisable pour tout le monde. Premier sujet, feuille de route et décarbonation et ACV, analyse du cycle de vie. Pour beaucoup de filières, le grand public, ces 2 sujets sont d'actualité. Pour notre filière, avec toujours notre tactique qui est de veiller, d'anticiper et d'être partie prenante, nous travaillons ces sujets depuis 2008 pour la décarbonation et 2006 pour les ACV. Yann, je vais te passer la parole. Rappelle-nous, s'il te plaît, quel est ton rôle si important dans la filière et je te demande de nous mettre en avant 2 ou 3 ratios qui sont l'essentiel de ta présentation pour que nous puissions les retenir. À toi, Yann. Très bien, merci François-Xavier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver, malheureusement pas ici présent, mais donc ce sera, j'en suis certain, pour bientôt. Et donc il me revient pour les 15 prochaines minutes de vous présenter la feuille de route. En tout cas, on est un petit peu en fin de cycle, puisque nous sommes, je vais enlever mon masque puisque je suis à distance, puisque nous allons à partir de l'année prochaine vous présenter la déclinaison de nos travaux Luzerne 2026. Donc on va mettre un coup de projecteur en arrière pour mettre tout ça en perspective, tel que le disait François-Xavier Mens,
Donc moi, mon rôle pour répondre à la question, écoutez, je pilote, je suis un petit peu le chef d'orchestre de ces travaux, sur la décarbonation et bien d'autres travaux qui vous seront présentés par nos collègues tout à l'heure. Et donc, j'occupe ce poste de directeur adjoint et de chargé de mission agro-industrie et environnement chez Luzerne de France, donc maintenant depuis 8 ans. Alors 8 ans, je vais remonter plus loin. On va prendre un petit coup de jeune tous ensemble. Puisque ce sujet de la décarbonation, il part de... alors, je pourrais remonter évidemment à des dates bien inférieures, mais politiquement, il prend forme de manière faible à partir de 92. Et à cette époque, la filière se questionne déjà sur les fondamentaux de sa performance industrielle. Donc, on est à l'époque de la conférence des Nations Unies sur l'environnement, le développement dit sommet de la Terre, avec l'émergence de la notion de développement durable. Et les mandants, les entreprises de COP de France à l'époque, même du SNDF pour les plus anciens, sont challengés, essayent de trouver des solutions par rapport à leur mix énergétique constitué, bien sûr, historiquement d'énergie fossile. Donc, au tournant des années 2000, il y a déjà un premier examen de conscience qui est fait avec une société canadienne qui a conclu que la performance industrielle était solide et qui renvoyait un peu sur la maîtrise en pleine. Donc, il faut quand même se rendre compte d'une chose, à l'époque, la décarbonation, c'est ça. C'est un peu exotique, c'est les Indiens d'Amazonie, certains politiques qui sévissaient déjà, que vous reconnaissez au centre et qui plantent des arbres. Donc, on est quand même dans un contexte où la filière fait extrêmement tôt son examen de conscience. Donc, tout ça lui permet d'arriver à partir de 2008, alors que la machine réglementaire est en rodage. Donc, 2008, c'est le lancement de la première période effective d'ETS, de lancer des engagements volontaires, des engagements avec des objectifs plutôt ambitieux pour l'époque, qui portaient essentiellement sur la maîtrise de l'énergie, puisqu'avant d'envisager toute décarbonation, la base, c'est déjà de rationaliser et de fermer les robinets. Et donc, également, sur des essais déjà en substitution des énergies fossiles en biomasse. Donc, on est quand même il y a près de 15 ans. 15 ans, en tout cas, au moment où les cahiers des charges sont posés. Alors, la difficulté qui va se présenter, c'est qu'à l'époque, on pouvait faire ces projets domestiques et ne pas rentrer dans le système que vous connaissez tous, qui est ETS et qui s'applique à nous encore aujourd'hui. Et la filière va y rentrer dès 2013. 2013, après avoir quand même avec succès valorisé plus de 500 000 tonnes de réduction à l'époque, en 5 campagnes, donc pour une valeur marchande de plusieurs millions d'euros, 5 ou 6 en l'occurrence. Donc on est sur le préfanage à plat qui aujourd'hui est généralisé en plaine, on est sur l'installation d'injecteurs type biomasse sur les foyers gris, dont vous voyez quelques captures ici. Alors voilà ce que ça donne. Alors François-Xavier disait il faut retenir certains chiffres clés. Donc vous voyez que sur cette période 2008-2012, c'est là où les efforts en matière d'efficacité énergétique ont été les plus signifiants, avec une décroissance énorme des matières fraîches entrantes, qu'on voit, c'est les barres foncées, par rapport à la production qui, elle, mine de rien, se tient, bien qu'il y ait quelques aléas. Et donc vous voyez en bleu le taux de matière sèche s'envoler. Et donc, un premier indicateur extrêmement intéressant est un gain de 14-15% de matière sèche en entrée ici. Donc, on en arrive au tournant des années 2020. Et aujourd'hui, l'Union européenne affiche désormais vraiment des objectifs ambitieux, et vous allez voir que ça va relativement loin, bien qu'on fonctionne encore, nous, pour notre filière, avec des outils qui ne sont pas adaptés au système agricole. L'ETS a été étendu au secteur agricole sans être modifié. Donc, les objectifs européens aujourd'hui, et c'est structurant pour tous les aspects feuilles de route qu'on va vous décliner par la suite, c'est pour le segment ETS, et là je dis avant modification, c'est une réduction des gaz à effet de serre de 40% en 2030 par rapport à 90, de 43% par rapport à 2005 pour ce qui est de ETS. Ces objectifs sont en train d'être rehaussés. Donc, il ne vous a pas échappé qu'on allait maintenant petit à petit vers un objectif, on y est quasiment, de neutralité carbone à l'horizon 2050. Et donc, ces objectifs vont être durcis et ça se sent déjà, par exemple, si vous suivez un petit peu les marchés du carbone et les prix
notamment du quota dans l'ETS. Et bien avec tout le travail qui a été fait par la filière, qui a été construit et réfléchi petit à petit, parce qu'entre-temps, évidemment, je vous passe toutes les histoires que vous connaissez bien de systèmes intégrés de données qu'on a créés. Les données aujourd'hui qu'on vous donne, les objectifs que je vais citer là, ce sont les chiffres du ministère de l'Environnement. Ce n'est pas la luzerne qui parle à la luzerne comme trop souvent dans d'autres cadres. La filière affiche une réduction de ses émissions de 70% en 2019, base 2005. Donc on est largement au-dessus des objectifs qui ont été affichés. Pour autant, vous n'êtes pas sans savoir que le secteur n'est pas protégé fuite de carbone, donc va petit à petit, et là le tournant en 2021 est extrêmement sévère, perdre des quotas gratuits, et donc nous sommes, malgré nos efforts, pénalisés, fragilisés économiquement par l'application de ce dispositif qui surréagit par rapport à notre secteur, et cela nous oblige à rechercher encore une fois de nouveaux leviers auprès des pouvoirs publics par des appels de fonds privés. Tout est sur la table. La filière, comme le disait François-Xavier Mons tout à l'heure, ne s'est jamais privée d'innover et d'avoir des idées. Alors, il faut quand même regarder ce que ça donne. Cette situation est un peu ubuesque, puisque malgré tous ces efforts est relativement précoce. Donc, vous voyez ici, donc c'est un graphique qui vous présente donc la consommation unitaire pour les évolutions récentes des émissions de CO2 en luzerne. Donc, c'est édifiant. Et si on ramène ça à la tonne de produits finis, correction de l'effet production fait, on passe de 0,739 tonnes à 0,76 aujourd'hui, soit une baisse de 63% en près de 15 ans de ces émissions de CO2. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième indicateur que je voulais citer pour répondre au challenge qui m'était posé. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, puisqu'on vous présente les travaux de cette année, enfin de ces 2 dernières années, puisque nous n'avons malheureusement pas pu nous réunir l'année dernière, que va-t-il se passer en 2030, en 2050? Et donc, le CET a eu à cœur de s'interroger sur ce sujet tout au long de l'année 2020 en particulier, puisque c'est une année au cours de laquelle nous avons notamment travaillé sur notre prospective. Quel levier pour aller plus en avant? Comment concilier la compétitivité, les surcoûts qu'engendrent les achats de biomasse par rapport à notre mix existant? Quels sont les freins réglementaires? Voilà. Donc, le coût aujourd'hui de l'application sans protection de ETS, il faut bien l'avoir en tête, même si on considérait un quota à 25 €, ce qui est complètement dépassé aujourd'hui, c'est 10 € par tonne de produit. Nous n'avons pas de possibilité de répercuter ce genre de charge sur le prix de vente. Il nous faut trouver des solutions, il nous faut arriver à augmenter notre taux de substitution, sachant que cela pose plusieurs difficultés. Il faut organiser l'amont, c'est-à-dire les approvisionnements de biomasse en amont. Il faut toujours garder cette capacité première à rémunérer notre producteur. Et donc, tout le sens de notre réflexion stratégique, c'était de trouver un objectif qui soit suffisamment ambitieux, à la hauteur à la fois de notre travail passé et des enjeux sociétaux du 21e siècle, et d'essayer d'absorber 5-10 € du mégawattheure de surcoût par rapport à l'existant. L'existant, c'est notre mix actuel, celui qu'on connaît, par rapport à la biomasse, qui est la solution qui a donc été identifiée pour notre filière. Et c'est une chance, toutes les filières n'ont pas sur la table pour l'instant des technologies de substitution pour pouvoir continuer d'avancer. Voilà. Alors, le sens de ce travail, alors, ça a beaucoup pris forme en fin d'année 2020 et je pourrais vous en dire bien davantage, notamment donc au cours de la prochaine journée technique, et peut-être que nous aurons le plaisir de nous voir avant. Nous comptons évidemment sur le soutien des pouvoirs publics et plus particulièrement sur le plan de relance, dans le cadre duquel nous travaillons donc avec les pouvoirs publics et l'ADEME en particulier sur une aide dite au fonctionnement. Voilà. Alors, cette aide au fonctionnement, c'est très simple. On a un déficit de compétitivité à un certain niveau. On ne peut plus absorber de surcoût biomasse par rapport à notre mix existant. Dans quelle mesure l'État peut-il nous accompagner pour faire en sorte, maintenant que les technologies sont mûres et que nos entreprises ont travaillé dessus, d'aller plus loin, plus vite dans la substitution, en préservant la sacro-sainte rémunération du producteur qui nous permet de développer la filière.
Voilà, donc il faut quand même souligner le travail remarquable des entreprises dans ce cadre, puisque nous avons été, entre guillemets, alors pas victimes, ce serait un peu fort, mais nous avons dû être extrêmement réactifs quand l'appel à projet est sorti. Et la filière a été capable de déposer pas moins de 19 dossiers dans ce cadre en quelques jours, fin octobre 2020, qui sont petit à petit en train d'être instruits et élus lauréats. Donc, nous travaillons avec les pouvoirs publics pour que ces aides soient les plus incitatives possibles, pour poursuivre cet effet de levier et atteindre ce que nous avons acté comme engagement dans le cadre de notre réflexion stratégique Luzerne 2026, de réduire de 2/3 donc, nos émissions par rapport à une référence qu'on a choisie par rapport à l'année 2012, tout simplement parce que c'est notre entrée dans ETS, mais cela correspond en fait. Vous voyez, je vous disais qu'on était à moins 60% aujourd'hui à peu près d'émissions depuis 2005. Ça nous ferait monter à moins 85, autant dire que c'est une performance que peu ou aucune filière industrielle a réalisée jusqu'ici. Donc c'est un objectif extrêmement ambitieux. Nous ne l'atteindrons pas sans l'appui des pouvoirs publics, c'est évident, mais nous sommes des candidats crédibles aujourd'hui à ce type de dispositif et à réfléchir avec eux, et c'est remarquable, parce que nous ne sommes pas une grande filière, hein, mais nous avons pris notre destin en main et nous sommes écoutés à la fois par l'ADEME et par les administrations. Donc voilà, je voulais vous présenter cette feuille de route. On a 5 ans pour mettre ça en œuvre, donc on vous en dira un petit peu plus l'année prochaine sur la méthode. Et je vais utiliser les 3-4 minutes qu'il me reste de présentation pour compléter cette feuille de route par une étude que nous menons en parallèle avec l'INRAE sur l'ACV, donc de la luzerne déshydratée, puisque au cours du grand processus que je vous ai décrit, très tôt, la filière a eu conscience qu'il fallait aller un petit peu plus loin dans l'intégration carbone. Et dès 2006, s'est essayé à une ACV, une analyse de cycle de vie. Alors évidemment, tout cela n'était pas normé comme ça peut l'être aujourd'hui. Donc c'est une démarche de calcul de l'empreinte énergie et carbone de notre luzerne déshydratée, donc qui a été réalisée, vous voyez, au tout début des années 2000. Donc nous avions pour ambition de la réactualiser et nous avons eu pour choix de garder la même méthodologie, donc je dirais un petit mot là-dessus à la fin, de façon à ne pas tout mélanger. Et je voulais vous présenter en 3-4 slides les principaux résultats donc, que nous avons obtenus, puisque cette présentation a fait l'objet d'une conférence de presse qui est en ligne, et nous pourrons vous faire circuler le lien, beaucoup plus complète, qui a eu lieu en fin d'année. Voilà, donc l'équipe de Pascal Thiebaud et de Sylvie Recou à l'INRA avait pour objectif de mettre à jour ce bilan énergie, ce bilan carbone qui avait été estimé excédentaire d'environ 200 kg par tonne de luzerne déshydratée, entre ce qui est fixé, le carbone atmosphérique par l'agriculture et les émissions de carbone induites par notre process. Sauf que cette fois-ci, on a ajouté un objectif, c'est que la science ayant avancé, ensuite, nous piocherons dans ces résultats pour alimenter les modèles actuels, Agribalise, Ecoalim, etc. Voilà. Alors, la méthode, c'est très simple. On s'est appuyé sur les mêmes unités de production, qui sont des unités de production, alors, dans le premier volet de l'étude de la coopérative Luséal, qui est donc le premier producteur de luzerne en France, avec à peu près 1/3 de la production, donc un échantillon très représentatif. Et en 2021, nous vous en parlerons l'année prochaine, nous avons souhaité élargir cet échantillon à 12 autres coopératives. Voilà. Et donc, nous avons ici procédé d'une part à un bilan énergie. Alors, le bilan énergie, c'est d'un côté, on va dire le passif, hein, l'énergie des combustibles, des carburants, implantation entrée usine, et énergie électrique usine. Et de l'autre côté, l'énergie que vous piégez dans une tonne de luzerne déshydratée avec une teneur en protéines de 18%. Ici, vous avez l'actif du bilan. Vous voyez qu'avec les gros progrès qui ont été faits, donc vous avez une grosse baisse en fait de l'énergie consommée par tonne de produits finis, qui conduit aujourd'hui à un actif du bilan de 5,5 gigajoules par tonne de luzerne déshydratée. Si je regarde le carbone, même principe. J'ai le carbone des combustibles, j'ai le carbone des carburants, implantation entrée-usine, le carbone du kilowattheure en entrée-usine, et de l'autre côté, ce que je suis capable de fixer par une luzerne qui est récoltée en 2 ans, et le carbone stocké dans les collets et les racines, en considérant 1 mètre de profondeur, ce qui est limitant, mais c'était les données d'entrée de Pascal Thiebaud. Et là encore, on arrive à un bilan positif que vous voyez
s'afficher à l'écran avec évidemment la même baisse quasiment proportionnelle liée à nos économies d'énergie en termes de carbone. En revanche, vous voyez la percée assez nette de la biomasse dans le mix énergétique sur les 2 dernières années. Tout cela conduit aujourd'hui à ce que nos 2 bilans, actifs moins passifs, pour la production d'1 tonne de luzerne déshydratée soient positifs autant en énergie qu'en carbone. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant. Ça n'était pas le cas en 2006 pour l'énergie, mais les efforts qui ont été faits ont permis de basculer dans la zone verte. Donc la conclusion, c'est que cette empreinte carbone, elle est en amélioration permanente grâce à l'amélioration des performances des techniques de récolte, l'orientation vers des process moins énergivores et tout ce qui est évidemment substitution, qui a encore un bel avenir. On a de la marge là-dessus, mais il faut également mettre en place la filière d'approvisionnement au fur et à mesure que les usines se convertissent à la biomasse. Voilà. Donc simplement un petit bémol par rapport à ces résultats. C'est pas parce que là on est en train de présenter ce bilan matière du semis en fait à la sortie usine, on ne peut pas en l'état brut de fonderie évaluer notre contribution au changement climatique. Et par exemple là on inclut là-dedans le carbone de cycle court, les parties aériennes, les résidus. Donc il est nécessaire qu'en 2021 nous allions vers un panel plus large de sites et que nous implémentions des outils dédiés de façon à pouvoir mieux évaluer cet impact par rapport au changement climatique en se mettant en ligne avec le jargon, la méthodologie qui est développée aujourd'hui par différents instituts et qui correspond à ce qu'on entend par terme stockage carbone en particulier. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces sujets, cette feuille de route. Donc un objectif extrêmement ambitieux, mais aussi contraint, puisqu'il faut bien voir que l'équilibre économique pour nos entreprises, c'est un défi permanent, nous avons peu de marge. Et donc, il nous faut absolument progresser le plus rapidement possible. Donc, rendez-vous au moins l'année prochaine, peut-être avant, pour des bonnes nouvelles sur ce front carbone. Voilà, donc je crois que maintenant, nous avons un petit instant de questions-réponses. Effectivement, d'abord, Yann, merci pour ta présentation. C'est un dossier complexe, c'est un enjeu, il y a des enjeux multiples. Je t'avais proposé de nous retenir, de nous mettre en avant 2 ou 3 ratios. Je retiens les moins 60% d'émissions depuis 2005, l'objectif commun que nous avons à 2/3 d'émissions de CO2 en moins 2026, et puis une ACV, une empreinte carbone, qui est, en termes de bilan, positive pour la première fois. Alors, le deuxième thème majeur de ces 2 dernières années s'appelle « Meilleures technologies disponibles, caractéristiques des poussières de nos cheminées ». Ici aussi, veille, anticipation, partie prenante depuis 6 ans. C'est une première pour 2 filières. 2 filières, la luzerne et le sucre, une petite, une grosse filière. Les travaillent, prennent la main au niveau européen puis français pour co-construire, co-bénéficier. On œuvrait, Yann, bien sûr, Hervé Graser de Cristal Union, Rémi Aubry du SNFF que nous saluons et que nous remercions, et aussi Patrick Boiron de Cristal Union. C'est à Patrick que nous avons choisi de passer la parole, une première, un sucrier qui s'exprime dans une réunion technique luzerne. Patrick, après t'avoir présenté, j'aimerais que tu nous montres que le travail de nos filières, ce travail est une réussite majeure et que c'est structurant pour les 10 prochaines années. Patrick, à toi. Bonjour à tous. Donc, Patrick Boiron, je travaille pour Cristal Union, je suis responsable industriel et à ce titre, au niveau de la profession française et au niveau européen, je suis intervenu effectivement sur le dossier IED au niveau de la rédaction du BREF et sa mise en œuvre au niveau français. Donc, je vais vous présenter effectivement, c'est un dossier qui est très important et qui va avoir un rôle au niveau de tout ce qui est réglementation européenne et réglementation française, la mise en œuvre de ces réglementations en France sur plusieurs années. Le processus, donc, c'est un processus européen qui a commencé il y a plus de 8 ans, donc qui a progressé, et on est rentré là depuis 2 ans et pour les 4 années qui viennent, au niveau final, puisque c'est la fin de la rédaction du BREF et sa mise en œuvre. Voilà.
Donc, sachant que c'est un processus qui est cyclique et qu'une fois qu'il sera fini, à une échéance de quelques années, on va repartir pour un tour avec la rédaction d'un nouveau bref. La synthèse de ce qui a été fait au niveau du bref, grâce aux actions notamment de Luzerne de France. Dans la rédaction du bref, donc, que ce soit Luzerne de France qui a représenté le COPA-COGECA, le syndicat européen, ou à travers l'action des sucriers européens, pour le secteur de la Luzerne, il y a un certain nombre d'avancées qui ont été obtenues. Une des principales pour moi, c'est vraiment que le secteur des fourrages verts, comme ça que c'est appelé dans le bref, soit reconnu et identifié au niveau du bref. Donc, il y a plus de 18 secteurs dans l'agroalimentaire qui ont été identifiés, dont celui de la Luzerne et des fourrages verts au sens large du terme. Ça a permis de reconnaître les spécificités du séchage multiproduit et des sites isolés qui sont la caractéristique des installations. À partir de là, ça a permis la reconnaissance de vos techniques propres. Donc, on verra le préfanage, etc. Et de ce fait, il n'y a pas eu de mise en place de limites européennes, notamment sur les poussières, puisque c'était ce qu'on appelle le KEI, le point d'émission critique du secteur. Donc, ce cadre favorable a permis de simplifier quelque part les démarches à mettre en œuvre suite à la rédaction du bref. Voilà. Donc, derrière, une fois que le bref a été publié, donc en fin 2019, le calendrier qui se met en place, c'est de faire ce qu'on appelle un dossier de réexamen. Donc, l'exploitant a 1 an pour le réaliser après la publication du bref. Donc, ça devait être rendu avant le 4 décembre 2020. Et l'objectif de ce dossier, c'est que l'exploitant doit démontrer qu'il respecte les MTD et que son arrêté préfectoral est conforme à ce qui est demandé comme exigence dans le bref. Voilà. Et s'il y a des écarts, il doit les indiquer et s'engager à les mettre en œuvre dans les 3 années qui suivent la remise du dossier, c'est-à-dire avant le décembre 2023. Donc, dans les MTD, par exemple, il y a ce qu'on appelle les MTD organisationnels, qui sont la mise en place d'un système de management de l'environnement de l'énergie, ou de démontrer que les techniques qui sont décrites, qui sont les techniques classiques qu'utilisent les sites, sont bien mises en œuvre. En parallèle, il y a des actions qui ont été menées au niveau français, à la fois sur la mise en œuvre de ce qu'on appelle un arrêté ministériel de prescription générale qui a été voulu par l'administration française pour le secteur agroalimentaire, donc de bien être sûr que ce qui est décrit dans le bref a bien été pris en compte au niveau français, au niveau de la réglementation, mais aussi à travers un guide qui a été porté par l'ANIA et la coopération agricole, qui a permis d'expliquer la mise en œuvre de ces MTD au niveau français. Donc, les 2 documents qui sont issus de ces travaux, dans lesquels la Luzerne de France et les syndicats du sucre se sont fortement impliqués, ça aboutit à ces documents. Donc, le guide en œuvre du bref FDM qui a permis de préciser les conditions d'application des MTD et comment elles pouvaient être interprétées au niveau français et comment on pouvait les mettre en œuvre, donc sur des points qui étaient ambigus dans le bref. Et le dossier, l'ANPG qu'on appelle 3642, qui lui a repris donc la limite de poussière qui a été reprise au niveau français, ce qui a permis de garder les 200 mg qui étaient déjà en place, et a aussi reprécisé au niveau du cadre français l'ensemble des limites d'émissions réglementaires qui s'appliquent aux installations de séchage. Donc, par exemple, il y a une limite qui a été mise en place sur les COV, donc composés organiques volatiles, qui sont aussi une des caractéristiques qui peuvent être des substances qui peuvent être émises par les sécheurs, avec le fait que si une étude est faite, seuls les COV issus de la combustion peuvent être pris en compte. Et donc, cette étude est en cours de réalisation. Voilà. Et le point important par rapport au sujet, c'est le maintien des 200 mg de poussière par normomètre cube, sachant que, par exemple, les sécheurs sucriers qui sont intégrés à l'intérieur des sucreries, eux, sont descendus, la même contrainte est descendue à 100 mg. Voilà.
après, on verra que ça peut bouger. Donc, la manière dont le dossier de réexamen a été préparé, c'est une préparation collégiale. Hein, la profession a voulu qu'il y ait une homogénéité dans les dossiers de réexamen qui soient présentés. Hein, c'est un exercice technique. Donc, ça a consisté avec des réunions préparatoires avec l'ADREAL pour bien cadrer le périmètre du dossier et qu'est-ce qui était applicable aux installations de séchage, de préparer un modèle de réexamen pour tous les sites pour essayer au maximum de simplifier la démarche, la formation des collaborateurs à remplir ce dossier. Ça a été 2 journées à Châlons assez intenses et qui ont permis à chacun de poser les questions et je pense qu'ils ont énormément simplifié la rédaction des dossiers, du moins c'est ce qui s'est passé au Cristal Union. Et puis après, donc, derrière, une fois que ça a été fait, la livraison d'un package complet avec les documents, entre guillemets, plus qu'à remplir le dossier, il fallait quand même bien comprendre ce qui se passait sur les sites et permettre de répondre. Donc, autour de ce dossier, les objectifs ont été atteints puisque chacun des secteurs a pu faire défendre ses intérêts, ses spécificités, avec, grosso modo, une application du BREF qui collait bien aux réalités techniques et industrielles des sites, donc qui s'est traduit par le maintien de la VLE et la mise en place au niveau français d'un certain nombre de limites, mais qui correspondent au site. La validation des techniques qui sont utilisées, donc il y a le séchage direct qui est effectivement remis en cause au début des discussions sur le BREF, mais aussi la reconnaissance du préfanage, les recyclages internes, etc. Et au final, l'intégralité des dossiers de la filière ont été déposés dans les délais, à savoir début décembre 2020. Donc, maintenant, ces dossiers sont en cours d'instruction par les DREAL et on attend les retours pour voir s'il y a nécessité de faire évoluer les arrêtés préfectoraux en conséquence. Voilà. En parallèle du dossier de réexamen, les sites ont dû réaliser ce qu'on appelle un rapport de base. Donc, le rapport de base, c'est là pour définir l'état initial des sols et de l'environnement immédiat du site, afin de servir de référence en cas de cessation d'activité, ce qui n'est pas souhaitable, ou en cas de pollution grave qui nécessite de faire que l'industriel fasse un retour à ce fameux état de référence. Donc, l'État français a choisi de le lier au dossier de réexamen pour avoir une date qui s'étale en fonction des sites, et donc il fallait préparer ce dossier. Là, de la même manière, c'est une démarche qui a été collégiale, de manière à ce que les périmètres soient clairement définis avec les DREAL, que le contenu des dossiers soit relativement similaire avec d'un site à l'autre, ce qui simplifie aussi le travail des DREAL. Et si on leur simplifie le travail, généralement, ça se passe mieux. Voilà. Donc, ça aboutit à la préparation d'un modèle de rapport de base. Après, sachant que chacun des sites a dû prendre en compte les spécificités et l'historique de ces sites, puisque là, il a fallu remonter, notamment chercher les anciens stockages, par exemple, d'hydrocarbures. Les objectifs qui étaient recherchés par cette mutualisation, c'était premièrement la réduction des coûts, la simplification des dossiers et par la duplication des choses et d'avoir quelque chose qui soit relativement similaire pour tous les sites. Voilà. Donc, ce travail collégial est important, que ce soit pour le dossier de réexamen ou pour le rapport de base, de manière à simplifier le travail de tout le monde et gagner du temps et être plus efficace. Voilà, donc le périmètre du rapport de base, c'est au niveau du site, des activités, ce qu'on appelle IED, donc essentiellement la déshydratation, là, et d'aller regarder s'il peut y avoir des impacts sur le sous-sol, sur les nappes, sur l'eau, et de vérifier que ça ne pose pas de problème et qu'il y a un état initial qui est propre et cohérent et sur lequel le site puisse partir. Voilà. Donc, contrairement au dossier de réexamen, ça ne sera pas à refaire dans quelques années, c'est vraiment l'état de base. Donc maintenant, au niveau du dossier de réexamen, par rapport à la date de publication du BREF, les exploitants ont 4 ans pour se mettre en conformité avec les écarts qu'ils ont pu identifier sur le dossier.
La plupart du temps, c'est essentiellement la MTD organisationnelle qui est la mise en place d'un système de management de l'environnement et pour certains de gestion de l'énergie qui est à faire, la partie technique et le respect des VLE étant acquise pour la plupart et justifiée dans les dossiers. Voilà. Donc, un des points, c'est que même si d'un point de vue des poussières, la VLE qui est obtenue, il n'y a pas eu de changement, pas eu d'évolution par rapport à l'existant, les rejets en poussière et notamment les particules fines restent un sujet majeur au niveau européen, au niveau français. Il y a pas mal de non-conformités qui existent au niveau de la pollution de l'air et il est nécessaire de continuer à travailler sur ce dossier poussière de manière à être capable de répondre aux futures exigences qui ne seraient pas augmentées, mais qui iront plutôt en diminuant au fur et à mesure du temps. Donc, même s'il y a quelques années de marge, on est parti pour un dossier de réexamen et l'IED, il y a quand même entre 5 et 10 ans qu'il se repasse quelque chose, il faut quand même s'y préparer. Donc, la filière a travaillé sur les réductions de poussière et notamment la première chose qui a été faite, c'est d'essayer de les caractériser pour comprendre si elles viennent du produit, si ça vient de la combustion, ce qui permettra à terme d'essayer de travailler sur des pistes d'amélioration et d'essayer aussi de présenter d'un point de vue de l'administration, si ça vient de la combustion, c'est quand même plus problématique que si ça vient du produit directement. Voilà. Donc, avec des pistes de progrès, ça une fois que c'est identifié, et la recherche de solutions techniques permettant d'améliorer les émissions de poussière et de les réduire. Il faut toujours travailler là-dessus. Donc, les études qui ont été faites, ça va baser sur un protocole de mesure de suivi des taux de matière minérale dans les poussières, ce qui va permettre de séparer celles qui sont issues du produit, qui sont peu minérales, de celles qui sont issues de la combustion, qui sont beaucoup plus minérales. Donc, ça a été étudié sur une trentaine de sites industriels et la conclusion, c'est que 30 à 90% des poussières émises sont dues au produit et ne peuvent être attribuées à la combustion. Voilà. Donc, ce qui limite aussi la dangerosité des poussières, même si globalement, les niveaux de poussière doivent quand même être réduits. Donc, sur la part de luzerne, il y a une certaine homogénéité des émissions sur la part qui est liée au produit, autour de 70%. En pulpe de betterave, c'est beaucoup plus variable. Alors, c'est vrai qu'en pulpe de betterave, on a des températures qui sont beaucoup plus hautes et plus variables en entrée sécheur, puisque les matières sèches sont plus basses. Donc, on peut brûler une partie du produit, ce qui va expliquer aussi les écarts. Voilà. Et ça nécessite encore de travailler justement pour améliorer cette répétabilité. C'est une base. Maintenant, le travail doit se poursuivre aussi sur les techniques de réduction de poussière. Je rajouterai aussi que le BREF a permis de montrer que dans d'autres pays, les niveaux d'émissions de poussière sont beaucoup plus basses qu'en France. Donc, on aura aussi, par exemple, en Italie, c'est 50 mg, hein, pas 200. En Allemagne, en pulpe, ils sont autour de 40 dans les conditions équivalentes. Donc, ça veut dire que lors des prochains rounds du BREF, il y aura sûrement des volontés de baisser ces valeurs-là s'il n'y a pas d'autres évolutions. Voilà ce que j'avais à vous présenter autour de la partie environnement, IED, et puis la suite à donner autour des émissions de poussière. Merci Patrick. C'est un sujet qui est très technique, une sémantique qui est particulière. Oui. Merci à toi parce qu'il y a eu un petit problème technique et c'est une gageure de faire une présentation sans support. On retient quand même des choses importantes, hein, les caractérisations des poussières. 60% des poussières qu'on émet, c'est des produits en pulpe, par exemple. On retient aussi que par rapport au contexte européen, le travail que vous avez pu faire nous donne un atout supplémentaire par rapport à d'autres pays. Merci pour ça. Il y a une question dans l'auditoire et je vais demander que tu puisses y répondre. C'est Michel Brive de TNA qui pose une question sur les COV de l'annexe 3 que tu vas nous rappeler. Quel risque au niveau de la filière? Est-ce que ces processus de LTD et de caractérisation ont un lien avec cette problématique? Alors, les COV annexe 3, c'est dans le cadre de la réglementation française, ça n'a rien à voir avec la réglementation européenne qui ne descend pas à ce niveau-là.
C'est inscrit dans ce qu'on appelle l'arrêté ministériel de 1998, qui encadre l'intégralité des émissions des ICPE. Et c'est des COV, on va dire, à phase de risque spécifique qui présentent des dangers et des particularités chimiques spécifiques et sur lesquels la réglementation française veut réduire les émissions. Donc oui, ça peut être un enjeu puisque c'est dans le cadre réglementaire française et il faut que la filière étudie ces émissions, en comprenne l'origine et travaille le sujet. Donc ça peut être effectivement un enjeu des années à venir. Merci Patrick. C'est vrai que c'est un enjeu parce qu'au CET, dans les sujets d'actualité, ceux qu'on traite en ce moment et qu'on vous présentera l'année prochaine, il y a un gros travail sur les COV qui est en cours. Parfait. Avant de passer au troisième sujet et que je m'introduis, je vais redonner la parole à Yann. Pardon. Après. Donc, on va passer au troisième thème. Donc, troisième thème de ce midi, donc troisième sujet majeur de la filière, c'est la sécurisation et le guide des préventions des risques. Personnellement, j'adore pas du tout, je suis complètement opposé au mot problématique, mais ici, on est sur un thème qui était difficile pour la filière. Nous allons vous relater, c'est ce que Jessie va faire, comment collectivement, à partir d'un groupe de travail ad hoc, nous avons fait avancer les choses pour que les entreprises s'en sortent beaucoup mieux. Jessie, après vous avoir présenté, démontrez-nous pourquoi ce guide a bien répondu à la problématique et les aspects concrets pour les coopérations. Merci François-Xavier de me passer la parole. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Jessie Fourchet, je représente le cabinet Tilda Conseil et j'ai donc mené à bien cette mission qui m'a été confiée donc, sur l'année 2020 par le CET et qui est relative au plan de progrès sécurisation de la filière avec concrètement l'élaboration d'un guide de bonne pratique et des fiches d'aide à la décision en cas de situation incidentelle. Donc là, on va discuter là pendant un quart d'heure en fait de clairement, concrètement, l'exploitation des sites. Comment est-ce qu'on peut faire en fait pour l'améliorer et notamment pour maîtriser les risques qui sont présents et éviter toutes les situations à risque, notamment l'incendie. Et pour ça, on va partir du constat. Le constat, en fait, il a été effectué et posé clairement par l'assureur Groupama en décembre 2019. Et il est suivant. En fait, Groupama a clairement mis en exergue en fait, l'augmentation de la sinistralité sur les sites avec plusieurs risques. Alors, un risque vis-à-vis du matériel, des équipements, des installations industrielles. Un risque industriel également vis-à-vis de la perte d'exploitation possible en cas d'arrêt prolongé des installations et potentiellement également un risque corporel. Partant de ce constat, Groupama a indiqué en fait au CET le besoin de travailler sur l'amélioration de la maîtrise des risques en s'appuyant sur le retour d'expérience de la filière et sur les règles applicables, notamment la réglementation, mais également les contrats d'assurance. Alors concrètement, ce que l'assureur Groupama a fixé comme objectif, c'est de créer un guide de bonne pratique qui s'appuie donc sur ce retour d'expérience et sur ces règles applicables, et également créer des fiches d'aide à la décision pour pouvoir améliorer la manière dont les sites gèrent les situations d'urgence. Donc pour répondre à ces objectifs, le CET a décidé de créer un groupe de travail pour pouvoir encadrer cette mission, à la fin de rédiger un guide de bonne pratique et des fiches d'aide à la décision. Alors, je voudrais d'abord dire qu'il y a eu une forte mobilisation de la filière. Quand je parle du groupe de travail, ce n'est pas uniquement les 10 personnes qui ont été mobilisées dans le cadre de ce groupe de travail que je vais vous présenter après, mais c'est vraiment un travail collectif de toute la filière et je pense que c'est vraiment important de le signaler. Cette mission, en fait, elle s'est déroulée d'avril à décembre 2020, donc une mission relativement longue, mais pour un travail conséquent, donc ça le nécessitait. Donc 10 personnes ont été mobilisées, ça représente à peu près une dizaine de réunions d'échange au cours de ces 9 mois, avec 2 représentants des assureurs et courtiers, donc Groupama et BC Agro, qui ont été un peu on va dire les experts et les sachants en matière de prévention de la sécurité sur les sites. C'est notamment 2 personnes qui connaissent très bien les installations.
6 représentants de la filière et 2 représentants du cabinet TILDA Conseil, dont moi-même. Ensuite, il y a 12 personnes qui ont été mobilisées parce que en fait, cette mission a nécessité de la part du cabinet TILDA Conseil de prendre vraiment connaissance du fonctionnement des sites. Donc ça a nécessité de faire des visites sur site. Et puis ensuite, donc c'est pour ça que je dis qu'il y a eu vraiment une forte mobilisation de toute la filière, c'est que tous les adhérents ont fini par participer parce qu'à la suite des visites, on a élaboré un questionnaire qui a été renseigné par les adhérents pour pouvoir réaliser un benchmark plus complet dans l'objectif de rassembler en fait toutes les bonnes pratiques qui sont réalisées sur les sites. Alors qu'est-ce qu'on entend par bonnes pratiques? C'est à la fois tous les matériels de sécurité en fait qui permettent aujourd'hui de maîtriser les risques sur les sites, mais également tout ce qui est savoir-faire, ce qui est écrit, mais aussi ce qui n'est pas écrit. Alors maintenant, je vais vous présenter en fait quelques éléments précis du guide. Je ne vais pas vous présenter le guide dans sa totalité, ce sera un peu trop long en un quart d'heure. Mais voilà la première page telle que vous la voyez ici. Alors c'est un travail conséquent, comme je vous le disais, qui a permis de rassembler les bonnes pratiques de la filière. C'est un guide qui représente à peu près 130 pages et qui est réparti, on va dire, en 3 grands chapitres. Le premier chapitre, c'est tous les aspects transversaux, alors qui ne sont pas forcément spécifiques à la filière, mais on va dire qui pourraient s'appliquer quasiment à tout type d'industrie. Alors, on retrouve du management du risque, la gestion de la sécurité, les aspects formation du personnel et installation électrique. Il y a eu un gros travail qui a été effectué sur toute la partie maîtrise des risques dans les installations électriques. Et vraiment, sur ces aspects-là, les experts en assurance et courtiers en assurance ont été d'une très forte plus-value pour pouvoir apporter justement leurs connaissances sur ces sujets. Donc ça, c'était le premier grand chapitre. Le deuxième grand chapitre, ce sont tous les thèmes qui sont vraiment spécifiques à la filière de déshydratation. Donc là, on va retrouver une partie installation de déshydratation, une partie installation de production de balles, pour ceux qui en produisent, et tout un grand chapitre sur la partie stockage, les généralités du stockage, et ensuite le stockage de granulés de luzerne à fond plat ou en cellule verticale ou stockage de balles. Et enfin, pour terminer ce guide, des annexes. Alors, ça représente à peu près la moitié du guide, et c'est en fait une compilation d'exemples de procédures que l'on a rassemblées au cours de la mission, de savoir-faire qui sont mis en œuvre sur les sites. Et ça, concrètement, en fait, chaque site peut ensuite aller se reporter en fait à ces annexes pour pouvoir parfaire tout son système qualité, pour pouvoir améliorer sa maîtrise des risques. Alors, le guide, il se veut concret. Il permet notamment, alors c'est juste un exemple, quelques exemples de questions, mais il permet notamment de répondre aux questions suivantes. Comment bien concevoir et entretenir les installations électriques? Quels sont les matériels qui sont indispensables à la maîtrise des risques? On va en voir quelques exemples après. Quelles sont les règles d'exploitation des installations? Et comment traite-t-on certaines problématiques spécifiques aux déshydratations, notamment le risque d'incendie dans les équipements de l'usine et dans les parties stockage? Alors là, je vais vous fournir en fait, dans le cadre des installations de déshydratation, quelques exemples précis de bonnes pratiques qu'on a pu relever. J'en ai choisi un, c'est la détection d'étincelles, parce que c'est un sujet qui est revenu de manière quand même assez fréquente. Et on se rend compte que finalement, par rapport au fonctionnement en fait, de l'installation de déshydratation, au process même, l'importance de détecter au plus tôt les étincelles, c'est vraiment quelque chose de primordial. Donc, ce qui a été mis en évidence, c'est la nécessité de mettre en œuvre de la détection d'étincelles, mais pas n'importe comment et en particulier pas n'importe où. Il est vraiment important de pouvoir implanter ces détecteurs d'étincelles à des endroits judicieusement positionnés. Et quand on dit ça, ce n'est pas uniquement d'avoir des détecteurs d'étincelles qui sont positionnés là où le fabricant ou l'installateur vous dit de les installer. Non, là, il faut vraiment en fait bénéficier du retour d'expérience de la filière de ceux qui aujourd'hui ont installé des détecteurs d'étincelles, parce qu'il y a vraiment une spécificité qui est liée aux installations de déshydratation et au passage en fait du produit dans tous les équipements de la ligne de process. On a également mis en évidence l'intérêt des asservissements. Injection d'eau automatique asservie donc à ces détecteurs d'étincelles sur toute la partie en fait qui est en amont des refroidisseurs et puis sur toute la partie qui est en aval. Et bien là, les détecteurs d'étincelles sont asservis par exemple à la coupure de l'alimentation en produit. Le guide il a permis sur ce sujet précis de pouvoir établir une liste de types de technologies qu'on peut trouver sur le marché avec des liens
vers YouTube pour des éléments de démonstration, etc. Enfin, voilà, des choses encore très, très concrètes. Et un dernier élément qu'on a mis en évidence sur cette partie détection d'étincelles, c'est le fait de maintenir en l'état les détecteurs et les asservissements. Alors ça, c'est vraiment indispensable. Ce n'est pas parce qu'il y a un détecteur d'étincelles qui a été installé qu'ensuite, il ne faut plus rien en faire. Il y a un risque d'encrassement qui est relativement important avec la présence d'humidité, avec la présence de poussière. Voilà. Donc, on a vraiment mis aussi en évidence à la fois l'aspect matériel de sécurité, mais à la fois l'aspect maintenance préventive liée à ces matériels. Un autre exemple précis que je voulais vous présenter, c'est que de manière systématique, pour on va dire les 3 grands types d'installations qu'on trouve sur les sites, c'est-à-dire installation, déshydratation, production de balles et les stockages, on a représenté donc un tableau de ce type qui liste en fait tous les matériels de sécurité qu'on a pu recenser sur les sites, avec 3 grandes catégories. Donc là, je vous en présente que 2, détection, prévention et la partie protection. En fait, on va dire, c'est un catalogue. Je préfère le dire comme ça parce que sinon, on pourrait croire qu'il faudrait installer sur chaque ligne de déshydratation l'ensemble des matériels de sécurité qui sont listés ici, mais ce n'est pas le cas. Donc, en ligne, vous retrouvez tous les types de matériel qu'on a pu recenser sur l'ensemble des sites qu'on a interrogés. Et en colonne, les équipements. Donc, vous voyez le foyer, le tambour, le ventilateur, le cyclone, le broyeur, etc. Et donc, ça se lit de la manière suivante. Donc là, je prends l'exemple du refroidisseur de granulés. On a pu voir, donc, en visitant les sites et en réalisant le benchmark par le questionnaire, qu'on peut trouver une sonde de température qui a un mode d'asservissement particulier sur le refroidisseur de granulés. On peut trouver aussi une sonde d'humidité et des détecteurs d'étincelles à la fois en entrée et en sortie. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des choses très, très concrètes. Et puis, pour finir sur cette partie guide de bonne pratique, je voulais vous présenter rapidement la synthèse qu'on a pu formuler sur la partie stockage de manière générale. On a rappelé en fait dans ce guide l'importance de réaliser un bon refroidissement efficace dans la partie process. Également de réaliser en phase de process, donc à la fin de la production, un tamisage qui soit efficace également pour pouvoir faire diminuer le taux de fine au plus bas possible, et également de surveiller les paramètres température et humidité, toujours en phase de process. Ensuite, une fois qu'on passe en phase de stockage, donc on rappelle l'importance des dispositions constructives en matière de stockage, réduction de la quantité stockée par conception, et également, bien sûr, toujours de surveiller le produit une fois qu'il est stocké, en réalisant des rondes, en étant attentif aux odeurs, à la fumée, à la thermométrie, en maîtrisant l'apport d'une source d'émission, donc notamment le passage des engins de manutention, ne pas fumer, bien sûr, dans les stockages. Voilà, c'est ça qu'on appelle la source d'émission, c'est ne pas apporter d'étincelles en fait dans l'installation pour éviter l'inflammation du produit. Donc, on veille à l'inflammation du produit et également à l'auto-échauffement du produit. Et toujours, là, c'est pour la partie plutôt cellule verticale. À chaque fois qu'on fait en fait du transilage de cellules verticales, on tamise le produit pour abaisser de nouveau le taux de fil. Voilà. Donc, on maîtrise vraiment les paramètres qui sont liés au stockage pour pouvoir maîtriser le risque d'incendie. Donc voilà, j'en ai terminé avec la partie présentation du guide. Maintenant, je vais vous présenter le travail qui a été effectué sur les fiches d'aide à la décision. Donc, il y avait un certain nombre de situations incidentelles qui avaient été relevées par l'assureur Groupama. On est allé un petit peu plus loin, ça c'est le groupe de travail en fait qui a permis de le faire. Donc, on a identifié 11 situations incidentelles, le feu de tambour, le feu de cyclone principal, le bourrage de cyclone principal, le feu de refroidisseur, et là on a distingué la partie granulée de la partie balle, le feu dans la salle électrique, ce sont des choses qui arrivent et qui sont déjà arrivées dans la filière, la coupure électrique longue en pleine charge, le feu de filtre, le feu de stockage de granulés en vrac ou en cellule verticale et le feu de stockage de balles. Donc, il y a 11 fiches d'aide à la décision qui ont été rédigées par le groupe de travail. Alors, l'objectif, c'était d'obtenir des fiches d'aide qui soient vraiment opérationnelles, qui respectent la réalité du terrain et validées sur la base d'un regard croisé entre adhérents. Donc là, en fait, le travail a été fait un petit peu différemment de ce qui avait été fait précédemment. Il y a eu 10 groupes de travail qui se sont penchés sur ces fiches. Donc, il y a un groupe qui, en fait, s'est penché sur les 2 fiches refroidisseurs. Tous les adhérents ont participé. Ça a mobilisé 20 personnes sur un temps relativement restreint pour pouvoir faire tenir la mission dans le délai qui était imparti.
Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait pendant 3 semaines au mois de décembre pour pouvoir finaliser ces fiches. Et dans un souci de cohérence et d'harmonisation, le pilotage de l'ensemble des groupes a été effectué par moi-même. Donc, il y a vraiment eu une rédaction des fiches en fait en amont basée sur l'expérience qui a été récupérée lors des visites de sites et du benchmark, puis cette relecture en groupe. Donc là, je vais vous présenter un exemple de fiche, la fiche feu de refroidisseur. Alors, je ne vais pas tout vous présenter dans le détail, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu la structure. En fait, de manière systématique, on rappelle comment le constat est fait du risque d'incendie. Et ensuite, par grande famille, il y a toujours le même code couleur qui permet d'identifier la grande étape à laquelle on s'attache et des différents types de conduites à tenir. Donc, vous voyez, c'est vraiment des choses très précises. Arrêter le ventilateur du refroidisseur, arrêter l'amont du refroidisseur, vidanger le refroidisseur, etc. C'est vraiment une liste d'actions types qu'il faut réaliser pour pouvoir mettre en sécurité. Alors, généralement, la première phase, c'est mettre en sécurité les installations. Donc là, il y a la mise en sécurité du refroidisseur. Ensuite, la mise en sécurité du foyer et du tambour. Alors, vous voyez, ce sont des fiches qui sont adaptées en fonction des sites, mais on s'est évertué en fait à lister toutes les actions qui étaient possibles. Là, vous voyez un exemple typique en fait. Ventilation principale avec variateur de vitesse, avec guillotine ou sans guillotine, voilà. Donc ensuite, chaque site va devoir récupérer ces fiches, elles auront déjà été transmises, et les adapter vraiment en fonction des différents types de matériel qu'ils ont sur leurs installations. En rouge, de manière systématique, tout ce qui concerne la lutte contre le feu. En bleu, la résolution de la cause du feu. Voilà, c'est toujours les codes couleurs sont les mêmes pour que les gens puissent aisément lire les fiches et se les approprier facilement. Et ensuite, la fin de la fiche qui est signalée de manière systématique en bas de chaque fiche. Donc voilà ce que je voulais vous présenter en matière d'amélioration de la maîtrise des risques. Donc, vous voyez que ça va plus loin que la maîtrise des risques, en fait, parce qu'il y a vraiment aussi la notion de partage, d'harmonisation des pratiques et de cohérence. Donc, aujourd'hui, le guide de bonne pratique, il est disponible. Il est à la disposition des adhérents de la filière. Ce qui nous reste à faire, en fait, c'est la présentation sur une journée d'échange à la fois du guide et des fiches au personnel en charge du management sur les sites, pour qu'on puisse vraiment là rentrer dans le détail sur une journée complète du travail qui a été fait. Donc, comme je vous le disais juste avant, chaque site doit adapter les fiches d'aide à la décision en fonction de chaque configuration d'installation. Il appartient également à chaque site de former les équipes opérationnelles à ces fiches pour qu'ils puissent se les approprier. Et puis, il y a un autre point en fait, qui a été important, qui a été signalé lors de ce travail, c'est qu'on a identifié qu'il y avait un besoin de partage au sein du CET en cas d'accident sur un site, pour que toute la filière puisse bénéficier du retour d'expérience suite à une situation incidentelle. Voilà, donc cette mission 2020, c'est vraiment été une étape majeure qui avait pour objectif donc, de répondre à l'objectif qui avait été fixé par Groupama et qui, comme vous l'avez vu, c'est quelque chose de vraiment très concret. Mais par contre, voilà, ça ne doit pas s'arrêter là. L'application concrète constitue un gage de réussite de cette démarche pour pouvoir atteindre l'objectif plus global de maîtrise des risques. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, s'il y a des questions. Merci. Je retiens 130 pages de guide, 11 fiches. Évidemment, le contexte Covid ne nous invite pas à partager, à former nos équipes qui sont le produit fini de cette démarche. Je note un point fort que vous avez souligné et qu'on ne met pas suffisamment en avant, c'est l'engagement, la réactivité et l'unicité de notre filière sur ces dossiers. Vous avez souligné que tout le monde a participé et c'est vraiment spécifique. Alors, il y a une question, Nathalie Scorza, qui est directrice qualité du groupe Desialis, et donc qui pose la question, quand est-ce qu'on pourra se procurer ce guide? Si oui, comment? Donc, la question de Nathalie, si vous pouvez y répondre, s'il vous plaît. Alors, le guide, s'il n'a pas encore été diffusé, le sera bientôt. En fait, on avait un dernier petit travail, petit détail à régler, parce que tout récemment, il y a un travail qui a été fait justement dans le cadre du CET-LRD, sur la combustion, l'impact en fait de la combustion des balles. C'est un travail qui avait été fait confié à l'INERIS en fait il y a quelques années, mais qui a été revu justement par rapport aux nouvelles balles qui sont disponibles sur les sites et qui sont plus spécifiques qu'elles ne l'étaient avant.
Et on a intégré en fait les résultats de ces essais dans le guide, ce qui a un petit peu retardé sa finalisation. Mais là, il est tout prêt, il est prêt à être envoyé. Donc, s'il ne l'a pas encore été, ça sera le cas dans les prochains jours. Merci Jessie. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on vous remercie. Merci beaucoup. Il me vient donc maintenant l'occasion de conclure et de également remercier donc les intervenants. J'espère que vous avez apprécié donc ces présentations autant que moi. Je voudrais remercier Yann Martinet, qui m'a d'ailleurs laissé un message. Si vous allez recevoir dans les quelques jours à venir un mail pour retrouver toutes les vidéos en ligne de cette présentation. De plus, pour ceux qui ont besoin de support de cette présentation du PowerPoint, je vous invite à lui demander directement par mail pour qu'il puisse vous les envoyer. Mes remerciements vraiment à Yann Martinet, que nous connaissons et reconnaissons d'ailleurs sa maîtrise des dossiers réglementaires, accompagné aujourd'hui par Jessie Fourchet, que je remercie également pour son professionnalisme et là aussi sa maîtrise de ces dossiers très complexes. Merci à Patrick Waran, que nous côtoyons maintenant depuis quelques années, qui nous amène là aussi son expertise d'une industrie si peu différente de notre filière du luzerne. Nous sommes très complémentaires. Je terminerai par son animateur, François-Xavier Mans. Vraiment merci à François-Xavier pour votre présence, votre implication et votre disponibilité pour ce CET que vous animez. Je n'oublierai pas d'associer tous les membres de ce CET très actifs et n'hésitons pas à s'adapter, à relever les défis pour l'avenir de notre filière. Voilà, cette visio se termine. Je vous donne rendez-vous le 9 avril à 13h15 pour une visio consacrée cette fois aux travaux du comité exécutif recherche agronomique. N'hésitez pas à promouvoir autour de vous, si cette présentation vous a plu, cette journée technique qui est vraiment faite pour vous. Merci et à bientôt.